Bienvenue parmi nous. Nous allons effectivement vous parler des interfaces cerveau-machine qui font l'objet des recherches de notre équipe. Donc tout d'abord, l'équipe interface cerveau-machine. C'est un petit groupe d'individus, 2 enseignants-chercheurs, une chercheuse post-doctorante et 3 doctorants. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est que ces 3 doctorants sont de sources diverses et sur des thématiques diverses, puisqu'on a un doctorant qui est financé par le gouvernement mexicain, qui est justement mexicain, qui vient de l'étranger, qui travaille en sciences de l'ingénieur, une doctorante qui travaille avec un cofinancement par l'industrie pour viser des applications translationnelles de nos recherches, c'est-à-dire pour que nos recherches amènent des développements cliniques et commercialisés. Et puis une dernière doctorante qui travaille en co-tutelle de thèse avec l'École normale supérieure en philosophie cognitive. Les thématiques de recherche de l'équipe sont effectivement à la croisée entre les neurosciences, l'ingénierie et la psychologie, la philosophie. Il s'agit du domaine des sciences cognitives, qui est un domaine pluridisciplinaire. Pour diriger une équipe de sciences cognitives, j'ai moi-même eu un parcours assez pluridisciplinaire. J'ai commencé en étudiant les sciences et l'informatique. Puis rapidement, j'ai bifurqué vers les sciences cognitives elles-mêmes au travers d'une formation qui s'appelle le Cogmaster, qui est très ouverte et qui permet d'avoir accès à des enseignements assez diversifiés, à cheval entre les sciences humaines, la modélisation et les sciences de l'ingénieur. J'ai poursuivi avec un doctorat pluridisciplinaire entre Paris et Lyon, ce qui m'a un petit peu donné le goût du voyage, il faut croire, puisqu'ensuite je suis parti au Japon pour 4 ans et demi, à côté de Tokyo. À l'époque, lorsque j'avais terminé ma thèse, les interfaces cerveau-machine n'étaient pas beaucoup recherchées en France, il n'y avait pas beaucoup de laboratoires qui travaillaient dessus, et c'est pour ça que j'ai dû m'expatrier aussi loin. Et je suis revenu en France pour monter cette équipe par la suite. Alors quand je dis partir aussi loin, je ne suis pas parti au Japon, je suis parti partout dans le monde. Puisqu'une fois au Japon, j'ai voyagé partout pour rencontrer les différents collègues qui travaillaient dans ce domaine. C'est une constante dans les carrières de chercheurs à l'heure actuelle, qui deviennent de plus en plus internationales. Et à l'heure actuelle, notre équipe de recherche continue à avoir des collaborations avec le Japon, Singapour et l'Espagne sont les principales. Je cède la parole à Takfarinas. D'accord, merci François. Pour ma part, donc en fait, j'ai fait un cursus en électronique, donc j'ai obtenu un baccalauréat et une licence en Algérie, puis j'ai fait un master en électronique et système communicant à l'UPMC, et par la suite j'ai fait un doctorat aussi à l'UPMC. Donc le thème c'est la modélisation de l'activité électrique du cerveau pour le problème direct. Donc on va en parler par la suite. En collaboration avec l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à La Pitié. J'ai fait aussi 6 mois de recherche en Allemagne dans un laboratoire à Münster. Et actuellement, donc, cette année, je suis dans l'équipe de François en tant qu'enseignant et chercheur aussi. Avec un statut de maître de conférence contractuel. Et on est très content que Takfarinas ait rejoint notre équipe. Alors, on va parler d'interface cerveau-machine maintenant. Une interface cerveau-machine, ça veut dire quoi ? Alors déjà, c'est un vieux rêve. Alors vieux, il faut tout relativiser, vieux de 1977, puisque c'est la première fois qu'on va entendre parler de ce concept, tout d'abord dans la littérature, puis ensuite avec une adaptation au cinéma, avant que les scientifiques s'emparent vraiment du projet et commencent à en développer. Donc c'est dans le film Firefox qu'on voit Clint Eastwood piloter un avion de chasse avec l'activité de son cerveau directement. Est-ce que c'est quelque chose de possible ? Et ça va être là l'objet de la conférence d'aujourd'hui. Pour une interface cerveau-machine, on doit capter l'activité cérébrale. Aujourd'hui, on parlera beaucoup d'électroencéphalographie, mais il y a d'autres moyens de mesure, ce qui va nous permettre d'obtenir un signal, c'est-à-dire quelque chose qui évolue dans le temps, qui fluctue, et qui est censé être corrélé avec l'activité de nos neurones, de notre cerveau. Ce signal, en lui-même, généralement, ne contient pas une information pertinente. Il est trop complexe. Il y a des artefacts, il est trop indirect par rapport à ce qu'on cherche à extraire. Donc on va appliquer des transformations mathématiques, des mesures indirectes du signal, et on va parler de descripteurs ou de biomarqueurs. Et c'est avec ça qu'on va travailler. Ensuite, on construit ce qui s'appelle un algorithme de translation qui va permettre d'obtenir une commande. Et avec ces commandes, on peut piloter un robot, un fauteuil roulant, un ordinateur ou n'importe quelle autre application. Donc l'idée, c'est effectivement de piloter un ordinateur par la pensée, pour faire simple. On peut parler aussi d'interface cerveau-machine passive. Il s'agit de modèles qui sont plus récents dans ce domaine et qui intéressent beaucoup notre équipe de recherche, où au lieu d'essayer de piloter un ordinateur par la pensée, on va prendre un utilisateur qui est en train d'utiliser un ordinateur avec ses mains,
mais on va essayer de mesurer ce qui se passe dans sa tête pour vérifier au niveau cognitif, c'est-à-dire au niveau des mécanismes de traitement de l'information sensorielle, si les choses se passent bien ou mal. Alors ça va permettre de faire du monitoring, par exemple, pour évaluer l'état d'un sujet, par exemple en télémédecine, ou pour vérifier si quelqu'un qui est en train de rouler avec un Kingston va avoir une baisse de vigilance. Ça peut être utilisé pour envoyer des signaux de rétroaction, et en particulier des signaux d'alarme, donc pour réveiller quelqu'un qui est en train de perdre le contrôle de son outil, ou de neurofeedback pour entraîner quelqu'un à mieux utiliser son activité cérébrale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire de la kiné du cerveau. Alors, comment est-ce qu'on arrive à fabriquer ce genre d'outils? On va déjà avoir des capteurs, des systèmes, on va appeler ça une interface, pour relier le cerveau avec la machine qui doit l'interpréter. Comment peut-on interfacer un cerveau? Je vais me tourner vers Takfarinas qui va nous parler un peu du cerveau. Donc, dans cette partie, je vais plutôt vous parler. Donc, ici, on a une image IRM d'une tête. Et à l'intérieur, on voit les différentes couches. Donc, en fait, il y a l'os, il y a la peau, l'os. Et à l'intérieur, en fait, on a le cerveau qui est constitué notamment du cortex. Donc, c'est la surface extérieure du cerveau. Et à l'intérieur du cortex, on trouve des cellules très, très petites. Donc, en fait, il y a des 100 milliards de neurones à l'intérieur qu'on appelle des neurones, qui sont constitués principalement d'un noyau et des capteurs qu'on appelle des dendrites. Donc, c'est ces capteurs-là qui vont capter le signal électrique. Puis, il sera transmis à travers l'axone qui transmet l'information du noyau vers les autres neurones qui sont tout autour. Donc, au repos, par exemple, on peut voir la petite vidéo qui est là. Donc là, c'est une image d'un cerveau qui est au repos. Donc en fait, on voit que réellement, le cerveau, même en étant en repos, il y a une certaine activité. François, tu peux rajouter par rapport à ça? Quand le cerveau est au repos, c'est-à-dire quand on ne fait rien, on va avoir un réseau dédié qui va s'activer, qui s'appelle le réseau du mode par défaut, et qui en fait est très utile. C'est lui qui va vous permettre, par exemple, de vous rappeler qu'il faudra que vous téléphoniez à votre tante quand vous rentrez chez vous. Il va être utilisé pour la planification, pour le maintien de l'ensemble des petites fonctions dont on a besoin de façon générale. Quand on va passer sur une tâche dédiée, quand on va commencer à vouloir volontairement faire quelque chose, placer notre attention sur quelque chose, ce réseau va s'éteindre et on va basculer sur des réseaux dédiés. Ce qui signifie qu'en fait le cerveau ne s'arrête jamais, sauf si vous êtes mort. Même quand vous dormez, le cerveau est actif. Donc, comment on peut observer cette activité? Donc, dans la deuxième vidéo, donc là, on rentre à l'intérieur du cerveau, on voit les neurones qui sont connectés. Donc, on estime le nombre à 100 milliards et chaque neurone il a entre 100 et 1000 connexions avec d'autres neurones via les synapses. Donc, en fait, il y a un déplacement de charge sur la surface. Donc, en fait, ici, on voit les charges qui se déplacent. Donc, il y a une polarisation ou une dépolarisation lors d'un stimulus. Donc, le stimulus, ça peut être une vision, quelque chose qu'on entend. Et à partir de ce stimulus-là, il y a une réaction, donc il y a un déplacement de charge. Et ici, on voit en fait une synapse. Donc la synapse, c'est le pont entre deux neurones. Donc là, il y a le signal électrique qui va passer de l'axone vers l'autre neurone qui est là, donc via des neurotransmetteurs. Donc l'information sera transmise d'un neurone vers un autre. Donc sur les 100 milliards de neurones, donc, il y a à peu près entre 100 et 1000 connexions et on estime à peu près à 50 potentiels d'action par seconde par neurone. Donc le cerveau, il est en constante activité électrique. Par la suite, donc pour pouvoir mesurer cette activité électrique du cerveau, donc on a besoin de machines, donc interface cerveau-machine. Donc ces machines-là nous permettent de voir ce qui se passe dans le cerveau en temps réel. Donc on distingue 3 types. Ici, on parle de gros appareillages, notamment l'IRM fonctionnel qui est là. Donc, ça permet de voir le fonctionnement du cerveau. Donc, en fait, c'est la diffusion de l'oxygène dans les neurones. Donc, ça nous permet de voir, en fait, les zones activées en temps réel. Le deuxième, donc, c'est le MEG, donc c'est la magnétoencéphalographie. Donc, en fait, le sujet, il est placé ici. Ici, donc, il y a un liquide qui permet de refroidir les capteurs supraconducteurs et qui permettent de mesurer le champ magnétique qui est de l'ordre de quelques femtotesla.
Donc c'est très très petit. Donc ça nous permet de voir l'activité métabolique ou magnétique du cerveau. Ces appareils-là sont énormes, donc ils sont aussi très coûteux. Pardon. Donc les autres, c'est les implants ou c'est les électrodes intracrâniennes. Donc en fait, on prend l'électrode et on l'insère dans le cerveau et on se rapproche de la zone activée, donc notamment des neurones. Donc c'est une méthode qui a un très bon rapport signal à bruit, donc parce qu'on mesure directement l'activité du cerveau au niveau des neurones avec une très grande résolution spatiale, mais par contre c'est très invasif, donc parce qu'on a besoin de percer le crâne et d'insérer des électrodes dans le cerveau, ce qui n'est pas bien. Donc après en fait, on parle aussi de l'électroencéphalographie et les NIRS. Donc, ça, François pourra parler mieux. Donc, l'électroencéphalographie, c'est cet appareil que je porte sur moi. Donc, en fait, c'est un dispositif, c'est un casque qui a des électrodes qu'on fixe sur le scalp. Donc, c'est non invasif et ça permet d'enregistrer l'activité électrique du cerveau après avoir traversé les différentes couches. Donc, le liquide céphalorachidien, l'os et puis la peau, ainsi que d'autres couches que je n'ai pas citées. Donc en fait, c'est des signaux qui sont très très bruités. Donc on passe à la suite. Voilà. Donc les premiers signaux EEG qui ont été mesurés sont faits par M. Hans Berger en Allemagne. Donc ça a été fait en 1924. Il a pu observer les ondes alpha en posant une petite électrode sur la surface du scalp. Donc ces signaux-là, qu'il a enregistrés sur le scalp ici, donc ils sont issus de l'activité des neurones. Donc en fait, on n'observe pas juste l'activité d'un seul neurone, mais un groupe de neurones. Donc un seul neurone, c'est très faible. Et généralement, il n'y a pas un seul neurone qui est activé, c'est tout l'ensemble qui est autour de ce neurone qui est simultanément activé. Donc cette activité électrique elle va traverser toutes les différentes couches afin qu'elle soit enregistrée au niveau de l'électrode. Donc là, c'est les neurones et on modélise ça par des dipôles de courant. Donc je ne vais pas trop détailler ça. Donc, qu'est-ce qu'on enregistre? Donc là, on va rajouter juste une définition du problème direct, du problème inverse. Donc en fait, quand on pose le casque, on enregistre une activité sous forme de signaux qu'on peut cartographier sur la surface du scalp. Donc à partir de cette surface-là, une des applications de l'électroencéphalographie, c'est la localisation des sources dans le cerveau. D'où est-ce que ce signal est issu? Donc en fait, où est-ce qu'ils sont les neurones qui ont donné naissance à ce signal? Ça va nous permettre de localiser les aires cérébrales sur lesquelles on va passer. Donc pour pouvoir faire ça, on a besoin résoudre un problème de localisation qu'on appelle le problème inverse. Et pour pouvoir résoudre le problème inverse, on a besoin du problème direct. Donc c'est un problème de modèle qui nous permet de modéliser la tête, les différentes couches, le cerveau et l'activité électrique du cerveau. On résout ça, puis on donne le résultat pour le problème inverse afin de localiser les sources dans le cerveau. Donc, pour les aires cérébrales qu'on localise, je passe la parole à François. Voilà. Effectivement, une fois qu'on a localisé nos aires cérébrales et qu'on est capable de suivre ce qui se passe dedans, qu'est-ce qu'on en fait? En quoi on va pouvoir utiliser ça pour faire une interface cerveau-machine? Comment je peux utiliser cette technologie pour piloter un fauteuil roulant ou pour converser par télépathie avec quelqu'un, soyons fous. Bon, déjà, il faut savoir un petit peu comment s'organise le signal dans notre cerveau. La cartographie que vous avez à gauche n'est pas une cartographie tout à fait exacte. On a une division avec des aires spécialisées du cerveau. Dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que, par exemple, ici, vous voyez les zones motrices et sensorimotrices qui sont impliquées dans la production et la perception de tout ce qui est somatosensoriel, c'est-à-dire le tactile. Donc ici, par exemple, là ici on a une vue de côté du cerveau, et ici on a une vue en coupe, comme si on avait une tranche vue de face, avec un seul hémisphère. Et vous voyez le long de cette tranche les différentes parties du corps représentées. Alors déjà, ça c'est une représentation qui n'est pas exacte, qui correspond plus à un modèle. D'un individu à l'autre, la position de la main ou la position de la jambe ne sera pas exactement au même endroit, ça risque de se mélanger un petit peu. Puis ensuite, quand vous allez avoir une perception de la main, ça va impliquer cette aire, certes, mais ça va aussi appliquer un réseau d'aires cérébrales distribuées. Vous avez vu tout à l'heure ce qui se passe dans la tête d'un sujet qui est au repos.
avec le réseau du mode par défaut activé. Le cerveau, ça ressemble à un sapin de Noël qui clignote. Donc là, ça va être la même chose. Cette aire va être activée, mais en lien avec toutes les autres aires qui vont être liées à l'ensemble des tâches que le cerveau est en train de traiter en même temps. Mais néanmoins, on a une information, et on peut se baser sur cette information pour essayer d'aller, entre guillemets, pirater l'activité cérébrale, arriver à décoder cette activité cérébrale. Donc on peut placer nos électrodes, et avec des trucs et astuces, on va aller savoir ce que le sujet est en train de faire comme traitement. Et ça ne va pas nous permettre de faire tout et n'importe quoi. Comme le signal est plein de bruit, comme le signal est complexe, on est absolument incapable à l'heure actuelle de lire dans votre esprit. En tout cas, pas avec un signal non invasif. Par exemple, on ne peut pas à l'heure actuelle, avec un EEG non invasif, brancher les électrodes sur un ordinateur qui parle à votre place. Ce serait beaucoup trop complexe. On peut arriver à le faire avec des électrodes implantées dans le cerveau, mais pas avec des électrodes en surface du scalp. Donc le cerveau, effectivement, a une distribution fonctionnelle. Ici, on voit une distribution avec la vision, l'audition, le goût. On va pouvoir l'utiliser, mais ça reste grossier. Ensuite, la deuxième chose à savoir, le deuxième truc qu'on va utiliser, on sait que le cerveau va avoir des rythmes de base qui correspondent à l'état d'éveil. C'est-à-dire que si vous êtes à moitié endormi ou si vous avez bu un café et que vous avez la pêche, on n'aura pas les mêmes rythmes de fond. Donc c'est ces rythmes qui sont représentés ici, qui sont plus ou moins rapides, plus ou moins lents, en fonction de votre degré d'éveil. Et puis par rapport à ces états de fond, votre rythme général, vous allez avoir des événements. Vous allez avoir des percepts extérieurs que vous allez intégrer. Par exemple, si je fais ça, vous avez tous entendu un son, bref, mais avec un contraste important. Dans vos aires auditives, il va y avoir une réponse. La source sonore va induire dans l'EEG une petite réponse. Et cette petite réponse, en fait, elle est complètement noyée dans l'activité de fond. On ne la voit pas. On pourra faire l'expérience tout à l'heure, puisque justement, Tacfarinas a un casque sur la tête. On pourra faire du bruit si vous voulez, et vous verrez que ça ne se voit pas dans son activité EEG. Par contre, si 100 fois d'affilée, on fait le même bruit et qu'on fait la moyenne des signaux, là, on va trouver un petit potentiel. Vous voyez que l'EEG, c'est de l'ordre de la cinquantaine de microvolts. Le petit potentiel, il est de l'ordre de quelques microvolts, entre 2 et 4 microvolts. C'est tout petit. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Pourquoi ? Simplement parce que ce qu'on enregistre avec nos électrodes, c'est l'activité de population de centaines de milliers de neurones. Donc en fait, notre électrode, elle est placée au-dessus de neurones qui traitent des tas de choses différentes. Et donc si jamais il y a un bruit de main qui tape ou si jamais il y a un bruit de klaxon, l'électrode va enregistrer les deux. Et ce ne sera pourtant pas les mêmes neurones qui parlent et pas de la même manière. Donc il faut arriver à trier tout ça. Alors on peut quand même utiliser ça. Et dans le laboratoire, nous travaillons sur le fait de construire des interfaces cerveau-machine cognitives principalement. Ce dont je vous ai parlé au début de l'exposé, c'est-à-dire arriver à traquer ce qui se passe dans la tête d'un sujet pendant qu'il fait une tâche pour vérifier son état et éventuellement faire de la kiné du cerveau. Donc par exemple, si je prends un sujet et qu'il y a un petit curseur sur l'écran et je lui demande de maintenir le curseur dans le cercle, le curseur se déplace aléatoirement et vous avez un petit joystick et vous devez maintenir le curseur dans le cercle. C'est une tâche qui, avec un petit peu d'entraînement, devient rapidement, je dirais presque automatique. C'est une tâche vraiment stupide. Au début, quand le curseur se déplace lentement, c'est même tellement facile que vous pouvez regarder ailleurs pendant que vous faites la tâche. Mais si le curseur se déplace très très vite, là il faut se concentrer. Il faut vraiment se concentrer très fort, et si ça se déplace vraiment très très vite, les sujets deviennent tellement concentrés qu'ils ont un effet de tunnelisation de l'attention. Ils deviennent incapables de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre, et quand on leur adresse la parole, ils ne répondent pas. Ils sont complètement absorbés par la tâche. Et on arrive à détecter dans l'activité EEG des biomarqueurs qui réagissent. Donc c'est ce que vous avez ici. Là, ce sont des petites représentations du scalp. Vous avez l'oreille, gauche et droite, et en haut, c'est le nez. Et vous avez les différentes bandes de fréquences. Donc elles sont classées, vous avez les plus basses fréquences à gauche, les plus hautes fréquences à droite. Ce qui apparaît en rouge, ce sont des zones qui sont capables de distinguer le cas où le sujet est complètement absorbé dans la tâche du cas où il est capable de discuter. Donc on est capable de détecter quand son attention soutenue est saturée. Alors ça, c'est très intéressant, parce que justement, cette saturation de l'attention, c'est épuisant. Une personne qui reste complètement saturée en attention finit par se fatiguer, ça déclenche une fatigue cognitive, et donc elle va décrocher.
et réactiver le réseau du mode par défaut dont on parlait, ce qui peut, par exemple, provoquer un accident si vous êtes au volant d'une voiture. Donc, à l'heure actuelle, on mène des recherches pour essayer d'utiliser ces outils et essayer d'entraîner des gens à mieux contrôler leur mécanisme d'attention. Le petit graphique qu'on a ici, c'est le taux de précision qu'on arrive à atteindre selon le nombre de biomarqueurs, et les différentes couleurs, c'est selon la taille des fenêtres temporelles. Alors j'en parle brièvement, mais ici en rouge, on a les performances atteintes avec des fenêtres de 3 secondes, et en noir, quand on est avec des fenêtres de 10 secondes. Donc autrement dit, plus vous avez de temps pour enregistrer le signal EEG, et plus vous êtes capable de faire une prédiction fiable. Mais on parle de temps réel. Est-ce que c'est vraiment du temps réel 10 secondes ? Vous imaginez les contraintes que ça peut poser. Si effectivement on veut empêcher quelqu'un d'avoir un accident de la route et qu'on le prévient 10 secondes après qu'il ait eu son accident, on n'y est pas encore. Alors par contre, pour un entraînement, ça va être suffisant, effectivement. Mais vous voyez ici qu'il y a des limites techniques. C'est pour cette raison qu'on continue à faire des recherches dessus, et ces limites ne sont pas faciles à dépasser. Alors les interfaces qui sont plus classiques, qui ont été découvertes il y a un petit peu plus longtemps, sont les interfaces directes, celles dans lesquelles il y a une commande, les interfaces actives. Et là, ici, vous avez un exemple d'interface que nous avons développé dans l'équipe que je vous montre en vidéo. Le sujet est en train de regarder un écran sur lequel il y a des blocs clignotants. Alors, vous ne voyez pas très bien sur la vidéo, mais là, il y a écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, un bouton de téléphone, une touche pour effacer et un bouton pause. Et le sujet avec cette interface peut composer un numéro de téléphone. Alors ça va servir à quoi ce genre d'interface ? Ça peut être utile pour quelqu'un qui a perdu l'usage de ses membres. Ça n'a pas d'intérêt pour vous et moi, parce qu'il faut 3 secondes pour déclencher un bouton. Vous êtes beaucoup plus rapide avec vos doigts. Alors ça peut être utile aussi en supplémentation pour quelqu'un qui a l'usage de ses membres, mais qui fait une tâche et qui veut se concentrer pour faire une autre tâche en parallèle. Sauf que c'est assez épuisant. On en parlera après. Tacfarinas va vous faire la démonstration. On va faire des enregistrements de ce type. Et effectivement, c'est fatigant et c'est très difficile. Je mentionne en passant qu'en 1997, ce type d'interface est appuyé sur l'utilisation de stimuli clignotants. On ne les voit pas sur la vidéo parce que c'est ralenti. Et c'est très bien que ce soit ralenti parce que si vous aviez les vrais flashs clignotants, il pourrait y avoir un accident dans la pièce. En 1997, au Japon, est diffusé un épisode du dessin animé Pokémon. Vous avez peut-être entendu parler de ce dessin animé. Et il se trouve que dans cet épisode-là, les concepteurs avaient choisi de mettre une vidéo avec des stimuli clignotants rouge et bleu très très rapides, des flashs très intenses. Et il se trouve qu'une partie de la population est photosensible. Des personnes qui peuvent déclencher des épilepsies ou des migraines photosensibles. On estime qu'il y a eu à peu près 11 000 personnes atteintes. Il y a eu 700 hospitalisations au travers du Japon, uniquement des enfants, donc, qui vont être hospitalisés avec des maux de tête, des vomissements, des crises d'épilepsie complètes pour certains. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le cerveau réagit assez fortement à ces stimuli clignotants. Donc, c'est pour cette raison que Tacfarinas verra les stimuli et que vous ne les verrez pas, pour éviter le moindre problème. Alors, a priori, ne soyez pas inquiets, si vous n'avez jamais fait de crise épileptique photosensible, vous n'êtes pas photosensible, et donc vous pourriez utiliser ces interfaces. Par contre, les migraines photosensibles sont moins connues. Donc, il y a souvent des gens qui ont des migraines photosensibles et qui ne le savent pas, et qui, effectivement, en regardant nos stimuli, ont mal à la tête. Et justement, on va faire un petit peu d'expérience. Alors, donc, puisqu'on parle d'expérience, je vais prendre ce petit boîtier qu'on a mis en charge depuis le début, et je vais le mettre sur la tête de mon collègue Tacfarinas. Et dans quelques instants, vous allez pouvoir voir apparaître son activité cérébrale sur l'écran. Bon, en tout cas, c'est connecté. Ouais. Voilà, il va falloir quelques secondes pour que ça se mette en place. Pour ceux qui sont arrivés suffisamment tôt et qui nous ont vu installer le système, on a utilisé une seringue avec du gel. Je vais vous la faire passer si vous voulez regarder. Ça contient une émulsion avec du chlore. Donc c'est une substance salée. Et ça va permettre d'établir un bon contact entre la peau du scalp et l'électrode qui effectue l'enregistrement. Alors on peut éventuellement, on en reparlera par la suite, utiliser des électrodes sèches. Je vais aussi vous en faire passer. Je vous demanderai de ne pas les perdre parce que ça coûte horriblement cher. Voilà. Les électrodes que je vous fais passer fonctionnent sans gel. Par contre, elles sont relativement inconfortables. Le problème, c'est que la qualité du signal n'est
pas particulièrement élevés. Donc il y a beaucoup de recherches à l'heure actuelle pour essayer d'obtenir des enregistrements EEG sans mettre de gel pour des questions de confort que vous pouvez comprendre puisqu'on vise des applications pour le grand public. Et personne n'a envie de se mettre du gel sur la tête. Donc on met du gel, le gel est posé, ça va prendre un certain temps et puis ensuite on va pouvoir enregistrer l'activité EEG. Et donc c'est ce que vous voyez apparaître sur l'écran. Donc ici on a l'activité du cerveau de mon collègue Takfarinas. Vous avez ici 6 électrodes qui sont disposées sur le scalp. Donc tout en haut vous avez des électrodes qui sont à l'arrière de la tête, au niveau des aires occipitales, qui sont impliquées dans tout ce qui est traitement de la vision. Donc c'est là que vous avez ce qui vient de ses yeux. Puis ensuite vous avez des électrodes dans les zones centrales, qui vont plus être en lien avec tout ce qui est somatosensoriel, perception du corps. C'est très grossier ce que je viens de vous dire, c'est d'ailleurs complètement faux. Elles ne font pas que ça. Mais dans le cas de l'expérience qu'on va faire, elles vont servir à ça. Je vais vous rajouter 2 électrodes que vous voyez pour l'instant pas. Voilà, les 2 du bas ici, ce sont des électrodes qui sont enregistrées avec, des enregistrements qui sont effectués avec des électrodes sèches. Ces 2-là n'ont pas de gel. Ce sont des électrodes qui sont placées en préfrontal. Alors le cortex préfrontal est très intéressant puisqu'il intervient dans beaucoup de fonctions exécutives, dans des mécanismes d'inhibition, et donc on va le retrouver impliqué dans l'attention. Là ici, je ne sais pas si vous voyez ces espèces de pics qui apparaissent et la différence d'amplitude. En fait, ces signaux sont plus artefactés parce qu'il n'y a pas de gel, tout simplement. Je vais demander à mon collègue de cligner des yeux plusieurs fois. Voilà, vous voyez les artefacts qui apparaissent quand il cligne des yeux. Alors maintenant, on va faire une expérience et on va se ramener il y a 70 ans. Je vous enlève les électrodes préfrontales parce qu'elles sont artefactées, on verra mieux. Et je vous rappelle que Hans Berger a mis en point l'EEG. Et là, il se retrouve face à ses collègues scientifiques de l'époque qui lui disent que c'est absolument impossible que les signaux du cerveau puissent traverser comme ça le crâne. C'est invraisemblable, il enregistre certainement l'activité des muscles. Après tout, il n'a pas complètement tort, le collègue d'Hansberger, parce qu'il y a des muscles à la surface du crâne. Peut-être qu'on pourrait le tester d'ailleurs, si tu peux bouger les bras, essayer de faire l'oiseau. Bon, là, on ne les voit pas trop. Alors pourquoi on ne les voit pas trop? J'ai triché, j'ai mis des filtres. C'est-à-dire que j'ai fait un traitement mathématique qui enlève les artefacts. Et si je n'enlève pas les artefacts, ça a plus cette tête-là, le signal. Tu peux recommencer un peu? Bon, ça va, c'est pas trop artefacté. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut voir, effectivement, il y a quand même des artefacts. C'est par exemple le pic ici, ça c'est un artefact. C'est l'activité qui vient de l'activité des muscles. Maintenant, je vais remettre mes filtres. Et je vais demander à Takfarinas de vous prouver qu'il a bien un cerveau sous ses électrodes. Alors, vous allez regarder les électrodes du haut. Et puis, à un moment, je vais faire signe à Takfarinas et vous allez voir les signaux changer, si tout se passe bien, s'il a bien un cerveau. Alors, attends un petit peu. Ah bah, il s'est déjà lancé. Alors, est-ce que vous avez vu, voilà, vous voyez les espèces de petites ondes qui apparaissent là-haut? Je vais prendre le pointeur. Vas-y, rouvre les yeux un peu, comme ça sera plus clair. Donc, vous voyez que les ondes en question disparaissent. Et là, maintenant, vas-y, referme les yeux. Voilà, ça se trouve là. Vous voyez ça? Ces ondes régulières? C'est le rythme alpha. C'est le premier rythme cérébral que Hansberger a pu observer. Et effectivement, on ne peut pas dire que ça vient des muscles. Donc c'est assez éclatant. C'est comme ça qu'on a pu démontrer qu'on pouvait enregistrer le cerveau avec de simples morceaux de métal posés sur la tête. Alors maintenant, ça nous donne quelque chose qui a cette tête-là. Et là, ici, je filtre spécifiquement dans une bande de fréquences qui correspond à l'activité du rythme sensorimoteur. Quand vous êtes au niveau des zones centrales, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai montré un petit dessin, je vous ai dit que ça ne se passait pas exactement comme ça, mais que c'était pas loin. D'un sujet à un autre, en général, on a un bras droit, un bras gauche, et ce bras droit, ce bras gauche vont être bien câblés par rapport à nos hémisphères, à l'envers, bien sûr, parce que le cerveau est toujours câblé à l'envers. Mais ça va nous permettre de regarder un petit peu si jamais Takfarinas bouge son bras droit ou son bras gauche. En fait, si jamais je lui demande de le faire, de bouger, vas-y, bouge le bras droit, bouge le bras gauche un petit peu,
on ne voit pas grand-chose. Alors pourquoi on ne voit pas grand-chose? On en reparlera, mais parce que vous avez une superposition de signaux. Le potentiel évoqué qu'on va essayer de regarder, qui est dans la bande en question, va être superposé à des tas d'autres éléments. Donc on ne peut pas arriver à le voir. C'est pas clair. En fait, il faudrait plusieurs essais et faire la moyenne de ces plusieurs essais pour que ça marche bien. Alors je vais essayer quand même de vous le montrer. Avec un petit peu de chance, on pourra le voir. Je te mets sur l'électrode C4 et j'ai essayé de bouger. Est-ce que j'ai fixé? Ouais, c'est bon. Donc là, ça donne rien. Maintenant, essayez. Ah, c'est bon, ça commence. Voilà. Donc qu'est-ce que ça va donner? Ah oui, je ne vous ai pas expliqué ce que c'est quand même. Ici, on a filtré le signal. C'est-à-dire qu'on a enlevé tout ce qui était dans le signal, sauf ce qui provient du rythme en question, sensorimoteur. Et on a regardé une électrode spécifiquement qui peut l'enregistrer. Et quand je demande à Tacfarinas de bouger son bras, ça va faire réagir l'électrode. Alors, il y a un délai, parce que j'ai demandé à ce que l'analyse se fasse sur 4 secondes. Donc ça réagit 4 secondes après. Et effectivement, ça réagit d'une façon qui n'est pas particulièrement fiable. Alors, on peut déclencher ce signal en bougeant le bras. On peut aussi déclencher ce signal en imaginant qu'on bouge le bras. Et ça va faire la même réaction. Tacfarinas ne pourra pas le faire pour vous, parce qu'il faut plusieurs semaines d'entraînement pour apprendre à le faire et il ne l'a pas subi. Donc il ne peut pas le faire. Ça marche quand même un peu. Un petit peu, ouais. Alors l'intérêt de ça, s'il se concentre pendant 8 secondes, c'est long 8 secondes, et que pendant 8 secondes d'affilée on enregistre le signal et on vérifie par rapport à des seuils, on peut déterminer s'il pense à son bras droit ou à son bras gauche. Et donc ça signifie que je peux le mettre dans un fauteuil roulant et il peut tourner à droite ou à gauche. Et 8 secondes, vous allez me dire, c'est très lent, mais les fauteuils roulants actuels sont équipés de systèmes de navigation autonomes et ils n'ont pas besoin d'une instruction plus fréquente que ça. Ce qui peut être très utile, effectivement, pour une personne tétraplégique. Donc là, on parle des interfaces cerveau-machine basées sur l'imagerie motrice. Mais on a d'autres types d'interfaces qui sont celles dont j'avais parlé avec les clignotements. Donc on va essayer de regarder ça. Alors, ce que vous ne voyez pas, la cuisine qu'on est en train de faire ici, c'est qu'on est en train de lancer un logiciel de stimulation qui va présenter des damiers clignotants. Et donc il y a un damier à gauche, un damier à droite. Je vais peut-être vous le montrer une première fois. Je vous le montre de loin. Comme ça, vous n'aurez pas de crise d'épilepsie. Donc simplement, mon collègue va se concentrer à gauche ou à droite. Et celui-là clignote plus vite que celui-là. Simplement. Et donc, en fonction d'où il place sa concentration, on espère, ça a marché juste avant que vous arriviez, mais il y a toujours les aléas du direct. Je l'élimine, il peut recommencer. On espère qu'on aura dans son activité cérébrale une belle réponse. Alors cette belle réponse, on va essayer de la détecter à l'aide de cet outil. Ce que vous voyez en haut, ça s'appelle un spectrogramme. Vous avez sur cet axe le temps, et sur cet axe-là, les différentes fréquences. Une fréquence, ça veut dire un rythme. Donc l'EEG, c'est un signal qui oscille avec des rythmes. Je vous ai parlé du rythme alpha, c'est un rythme à 10 Hz. Ça veut dire qu'il y a 10 battements par seconde. Dans les signaux qui vont être présentés à Tacfarinas, il y a une réponse qui est un peu au-dessus de 10 Hz et une réponse qui est un peu en dessous de 10 Hz. Et puis, vous voyez là tout ce qui se présente. Actuellement, il n'y a pas de stimuli devant Tacfarinas. Ce sont des artefacts. Donc vous voyez que s'il est trop tendu, trop crispé, en fait, on ne voit plus rien. Donc je vais lui demander de se détendre. On va regarder et on va essayer de déterminer sur quel damier il est en train de se concentrer. Donc imaginez par exemple qu'il utilise ça pour piloter un fauteuil roulant. Si jamais le système de détection fonctionne mal, il va tomber dans le trou sur le bas-côté, etc. Je vais lancer. D'accord. Je ne dis pas où je regarde. Tu ne dis pas où tu regardes. Ok. Relaxe-toi. Ah oui, j'explique quand même un petit détail. À nouveau, ici, il y a 4 secondes pour le calcul. Donc en fait, ce qui apparaît là est calculé à chaque fois sur les 4 secondes précédentes. Il y a un retard. Donc on n'aura pas la réponse tout de suite. Okay. C'est bon. Alors.
C'est parti. Si vous avez vu ça, on revoit encore ici qui apparaît. Vous voyez ça? Il y a une réponse en dessous de 10 Hz. Donc tu regardais à droite. Je regardais à droite. Voilà. Donc je suis capable de dire sur quoi il plaçait son attention. Alors quand je dis regarder à droite, concrètement, les deux réponses sont dans son champ visuel. D'ailleurs, si vous avez regardé, vous avez vu un petit peu de réponse au-dessus. Parce qu'en fait, ses yeux voient l'ensemble. La différence entre les deux, c'est là où il place son attention. C'est-à-dire qu'il était plus attentif au stimulus de droite qu'au stimulus de gauche. On va retenter un petit peu, histoire de voir si on arrive à voir la réponse quand il regarde à gauche. Et bien entendu, il l'a lancé alors qu'il était en train de faire des artefacts. Donc à mon avis, on ne verra pas grand-chose. Ah, quoique, vas-y, essaye. Raté. Alors, pourquoi raté? Parce qu'en fait, Je bougeais. il bougeait. Et donc en fait, ce qu'on a vu, c'est ses muscles. Alors, vous commencez à comprendre à quel point ce n'est pas simple à utiliser et pourquoi vous n'avez pas encore d'application en public pour jouer avec ça chez vous tranquillement. On refait. Voilà. Alors détends-toi bien. Il faut être un maître zen pour utiliser ces systèmes. Ah, on le voit, mais c'est ici, en fait, que vous devriez voir quelque chose. Vous voyez, c'est léger. Ce n'est pas vraiment quelque chose de très forte amplitude. Donc, Je bougeais. pas évident, pas facile. Comment on pourrait améliorer ça? Ce que je vous ai montré, ce sont des signaux bruts. On va utiliser des traitements mathématiques. Et c'est pour ça qu'en fait, une grande partie des recherches qui sont faites sur les interfaces cerveau-machine sont en fait des recherches en mathématiques appliquées, pour essayer d'extraire dans ces signaux quelque chose de plus fiable. Bon, alors on va parler un petit peu des limites et des problèmes qui sont rencontrés et du futur de la recherche dans ce domaine. Tiens, je te débranche. Pardon. Voilà, tu peux te reposer. Oui. Oui, bah, tu peux peut-être décrire un peu Oui, ce en que ça t'a effet. fait. En fait, quand on regarde le clignotement, déjà, ça fait mal aux yeux, ça c'est une. Mais bon, là, on a fait 3 essais, ça va. Mais au labo, quand on fait des fois, on se fatigue facilement et des fois, on peut facilement dormir. Oui, je crois Du que coup, je pense qu'on a même... je vais en parler, vous aurez Ouais. une petite vidéo sur l'effet que ça peut faire sur les sujets. En fait, mais- on demande beaucoup de concentration. Il faut regarder la bonne croix qui clignote. Il faut pas regarder à gauche ou à droite. Donc ici, en fait, c'est plutôt plus difficile parce qu'on a les deux qui clignotent en même temps, donc avec deux. Et j'imagine avec un clavier avec 6 ou 7 digits, enfin 12 clignotements. Donc il faut bien se concentrer sur le bon endroit afin d'avoir le bon signal, mais c'est plutôt fatigant. Alors, en fait, concrètement, au niveau de ce qui se passe dans le cerveau, quand vous avez les deux stimuli qui sont dans le champ visuel et que vous devez vous concentrer sur un seul de ces deux stimuli, ça veut dire que vous inhibez l'autre. Donc ça veut dire que vous avez une activation très importante au niveau du cortex préfrontal, à l'avant du cerveau, qui vient dire aux zones visuelles que vous ne voulez pas percevoir un des éléments et qui vient dire aux yeux que vous ne voulez pas qu'ils se focalisent sur un point ou l'autre. Et ça, c'est très fatigant cognitivement, surtout si ça dure longtemps. Sur des expériences typiques au laboratoire, on va faire ces enregistrements pendant 1 heure. Et à la fin, on est complètement lessivé, effectivement. Donc c'est beaucoup moins amusant que le concept d'interface cerveau-machine tel qu'il est vendu par les médias, celui dont on va parler maintenant. Alors, sur cette petite diapositive, on vous a mis en gros ce qu'on peut voir si vous écoutez la radio, si vous regardez la télé, si vous lisez les journaux sur les interfaces cerveau-machine. En général, ça, c'est ce que les médias vous vantent. Et en dessous, c'est la réalité, ce qu'on peut faire. Donc, par exemple, on va vous parler du fait qu'on peut créer par la pensée avec une interface cerveau-machine. C'est vrai dans une certaine mesure, puisqu'on peut détecter la prise de décision. On peut détecter un oui ou un non. Et j'ai un collègue au Japon qui a utilisé ça pour fabriquer un instrument de musique
qui convertit le EEG en musique. Le sujet se concentre sur le bras droit ou sur le bras gauche, ou alors il fait du calcul mental, ou enfin il imagine des objets qui bougent dans sa tête. Ça va permettre de détecter 4 commandes différentes. Il faut plusieurs secondes pour détecter chacune des commandes, et le système n'est pas toujours fiable, c'est-à-dire qu'il fait 30% d'erreurs. Mais ça va être suffisant pour détecter des décisions, et ces décisions vont changer l'orientation de la composition musicale en direct. Et donc il y a des artistes qui peuvent jouer de la musique avec leur cerveau. Mais effectivement, ils ne sont pas en train d'imaginer une musique qui sort directement dans les haut-parleurs. On en est très loin. C'est pareil pour le fait de téléphoner par la pensée. Vous n'allez pas penser à ce que vous voulez dire à votre ami qui va l'entendre de l'autre côté. Éventuellement, comme vous l'avez vu, vous allez vous concentrer longuement, lentement, sur des stimuli clignotants qui font mal à la tête, qui vous fatiguent, et au bout de quelques minutes, ça va composer un numéro de téléphone qui appellera votre ami. Mais là, il faudra lui parler. Bon, travailler par la pensée, vous avez peut-être vu Minority Report ou ce genre de film. Imaginez ça avec un casque sur la tête en plus, et on n'a plus qu'à penser et tout se crée tout seul sans qu'on fasse d'efforts. On peut évaluer la charge cognitive d'une personne, c'est-à-dire les efforts mentaux que fait la personne, et encore, on est au balbutiement de ça. C'est les interfaces cerveau-machine cognitives dont je parlais tout à l'heure, et ça peut être une aide pour le travail. Par exemple, ça intéresse beaucoup l'armée. Le fait de savoir si les soldats sont en surcharge cognitive, parce que ça peut signifier qu'ils sont en danger. Mais on ne va pas faire le travail à leur place avec une interface. On va juste détecter s'ils sont dépassés, s'ils ont besoin d'aide. Conduire par la pensée, là on est clairement dans une utopie. En tout cas, avec des interfaces non invasives, c'est une utopie pour le moment. Par contre, vous pouvez effectivement, avec des électrodes positionnées sur la tête, arriver à piloter relativement rapidement un volant. Mais ce ne sera pas avec votre cerveau, ce sera avec les muscles. Parce que la détection de l'activité des muscles, elle, est beaucoup plus fiable. Donc si vous contractez la mâchoire côté droit ou côté gauche, on pourra le détecter relativement vite. Mais dans ce cas, vous allez me dire, si vous pouvez contracter la mâchoire à droite ou à gauche, pourquoi vous ne bougez pas les mains? Par contre, on peut arriver à détecter des niveaux de vigilance. Mais encore une fois, si on veut détecter la vigilance, il vaudrait mieux regarder les clignements oculaires. C'est plus fiable. Et il y a des systèmes d'eye tracking, de mesure des yeux, qui sont beaucoup plus rapides que le EEG. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'essayer non pas de mesurer la vigilance, mais de mesurer l'attention. Ce dont je parlais précédemment, les recherches que nous faisons portent plus sur la tunnelisation de l'attention et le fait de cesser de percevoir ce qui est autour. Et ça n'a rien à voir avec la vigilance. Vous pouvez être très vigilant, très concentré et saturer votre attention. Par exemple, vous êtes en train de penser à quelque chose et vous vous cognez dans un poteau dans la rue parce que vous étiez dans vos pensées. C'est ça qu'on veut détecter. Et ça, effectivement, il n'y a qu'avec un EEG qu'on peut le faire pour le moment. On peut se poser aussi la question de savoir quelle est la fiabilité du neurofeedback. J'ai parlé du fait qu'on pouvait faire de la kiné du cerveau. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut effectivement muscler votre cerveau, le rendre plus performant depuis un signal enregistré qui vous est présenté? Le neurofeedback, ce n'est pas nouveau. Ça date des années 70. Et au départ, les débuts étaient plutôt douteux, puisque les premiers outils de neurofeedback ont été commercialisés sans être passés par le crible d'études cliniques pour valider leur effet. Donc on a eu des gens qui ont commencé à vendre des appareils de neurofeedback, aux États-Unis principalement, alors qu'il n'y avait eu aucun test pour vérifier si ça marchait ou ce que ça faisait. L'idée, c'est que le signal de rétroaction qui est présenté, le signal qui est ici à gauche, va être montré au sujet et il va essayer de s'entraîner à prendre le contrôle de son rythme cérébral. Or récemment, on s'est rendu compte que, oui, quelque part, c'est faisable. Puisque si effectivement, comme je vous l'ai dit, en quelques semaines, on peut apprendre à contrôler son rythme mu, ça veut dire qu'on peut apprendre à contrôler son rythme cérébral. Et si on essayait de contrôler quelque chose de plus intéressant que le rythme mu, par exemple les rythmes θ et β, donc basse fréquence et haute fréquence, dans les zones frontales, là, dans ce cas, il y a un lien avec l'attention. Et ça devient beaucoup plus intéressant, parce qu'on peut peut-être apprendre à mieux maîtriser nos processus attentionnels. Et là, on commence à avoir des applications cliniques. Je vais te laisser parler de la journée du neurofeedback. Ah oui, par rapport à ça, donc pour le 25 janvier, on organise à l'USPCI la journée de neurofeedback qu'on appelle NEXT, donc, sur lequel on va parler, donc les invités vont parler sur les mécanismes du neurofeedback et comment améliorer ça. Et aussi, tu as parlé d'un diplôme Oui, plus tard, on visera à avoir des formations en France de qualité sur le neurofeedback.
puisque les études cliniques tendent à montrer qu'il y a un effet qui pour l'instant n'est pas encore complètement encadré au niveau médical. Et ça va être dans cet amphi. Ce sera ici, oui, si ça vous intéresse. Alors, quelles sont les limites? Face à quoi on se bat en tant que scientifique si on veut faire progresser cette technologie des interfaces cerveau-machine? Le premier problème, ce sont les problèmes de précision. On a parlé des artefacts. Ici, vous voyez les muscles qui sont au niveau de la tête. Vous avez ici le temporalis, le frontalis, l'occipitalis. Tous ces muscles-là sont placés directement sous les électrodes. L'activité électromyographique, celle des muscles, est de l'ordre du millivolt au maximum. L'activité EEG est en microvolts. Donc autrement dit, les muscles sont 1000 fois plus puissants que le cerveau au niveau du scalp. Ça vous donne un ordre d'idée du bruit que ça va générer. Sans parler du fait que vous avez tous les muscles qui sont à ce niveau-là, qui sont relativement forts. Le masséter en particulier est très puissant. Donc le fait de grincer des dents, si on est nerveux, ça va changer drastiquement le EEG. Dans un EEG, on peut même enregistrer l'activité de la pompe cardiaque. On peut trouver des artefacts qui viennent du rythme cardiaque directement. On enregistre l'électricité du cœur au niveau de la tête. En termes de précision, si on veut avoir des algorithmes précis, il faut qu'on ait des bases de données fiables, des bases de données de bonne qualité. Ce qui signifie qu'on veut être sûr de l'état de nos sujets quand on les enregistre. Prenons un sujet auquel on demande de se concentrer sur un stimulus visuel, et voilà l'effet que ça va produire au bout d'à peu près 10 minutes. Et c'est une expérience que nous avons répétée à plusieurs reprises. Donc ça veut dire que c'est extrêmement difficile de constituer une base de données. Ici, c'est objectif. On voit que la personne s'est endormie. Sauf que parfois, la personne a une baisse d'attention et ça ne se voit pas. Ça reste à un niveau subjectif. Comment peut-on s'assurer que nos bases de données sont de bonne qualité? Le signal qu'on enregistre est très complexe, va rassembler des millions de neurones, des milliards de neurones même. Et voilà à peu près à quoi ça va ressembler en temps réel. Vous en avez vu un, mais là ici on a quelque chose de reconstitué depuis des signaux en haute définition avec beaucoup d'électrodes. Tout ce que vous avez vu sur ce signal qui se présente en rouge ou en vert, ce sont des artefacts. Tout ce qui est en bleu dans le fond et qu'on ne voit pas varier, c'est l'activité du cerveau. Donc autrement dit, on cherche à trouver une aiguille dans une meule de foin. Il faut arriver à extraire cette information qui est cachée. Les commandes à l'heure actuelle dans une interface cerveau-machine sont trop lentes à extraire. On est aux alentours de 3 secondes 5. Donc effectivement, en dehors des applications de type neurofeedback, il n'y a pas trop d'applications pour le grand public. Bien évidemment, on est beaucoup plus rapide si on est avec des électrodes implantées, mais je pense que personne dans la salle ne veut avoir un trou dans le crâne. Le problème du gel, je vais laisser Takfarina s'en parler. Oui, en fait, parce qu'il y a du gel sur la tête. Oui, en effet, et ça pose problème à la fin de l'expérience. En fait, c'est un des inconvénients des électrodes humides. Donc, en fait, ce gel, c'est un gel conducteur qui permet en fait de mieux lier l'électrode au scalp, au cuir chevelu. Donc, en fait, ça permet de réduire la résistance qui est formée entre l'électrode elle-même et le scalp afin d'améliorer le signal qui est capté. Donc, plus on réduit la résistance, plus le signal capté est meilleur. Donc, comme vous voyez sur la photo, et à la fin de la séance, vous allez le voir aussi, donc en fait, c'est avec la petite aiguille qu'on met dedans, et au fur et à mesure qu'on met du gel, on peut voir sur le logiciel, en fait, il nous donne une estimation de l'impédance entre l'électrode et le scalp. Donc, oui. voilà. La pointe de l'aiguille ici n'est pas piquante, hein. Le gel n'est pas enfoncé à l'intérieur de la peau. C'est une pointe coupée. On ne blesse pas nos sujets. Ça fait pas mal, ouais. On sent juste un peu de fraîcheur là où... Par contre, là, ici, vous voyez le gel qui est déposé, qui fait un espèce de dépôt salé. Ça peut être irritant, donc on ne peut pas garder ce gel sur la tête plus d'1 heure. Donc vous imaginez passer une demi-heure à poser vos électrodes. Après, vous pouvez utiliser votre appareil pendant 1 heure. Et après, vous ne pouvez plus l'utiliser de la journée, sinon vous avez des irritations. Dans mon ancien laboratoire au Japon, on avait essayé un gel qui fonctionnait très bien, et qui nous donnait de très bons résultats. Puis on a un collègue qui l'a gardé plus d'1 heure sur la tête et ça lui a décoloré les cheveux. Ouais, c'est un des inconvénients. Donc c'est un produit chimique, effectivement, ça peut avoir des conséquences et c'est pas très agréable de l'avoir sur la tête. C'est en cours de résolution, puisque à l'heure actuelle, on a, comme je vous l'ai dit, dans l'industrie, beaucoup de recherches sur les électrodes sèches. Celle que je vous ai fait passer s'utilise sans gel, mais la qualité du signal est plus pauvre. On n'aurait pas pu voir ce qu'on a vu à l'œil nu.
ce qu'on vous a montré dans l'expérience, les variations qui se voyaient à l'œil nu, si on regardait au bon endroit, bien évidemment, vous ne pourriez pas les voir avec ces électrodes sèches. Il faudrait absolument utiliser une transformation mathématique pour extraire l'information. D'ailleurs, on a déjà utilisé une transformation mathématique puisque le spectrogramme a été calculé avec une transformée de Fourier fenêtrée. Donc c'est une application mathématique. Vous n'auriez pas vu les signaux dans le signal brut. Problème de calibration. C'est que prendre deux personnes dans cette salle, j'aurai deux cerveaux différents. Donc si je veux avoir un système qui est fiable, je cherche une aiguille dans une meule de foin, mais ce ne sera pas la même aiguille pour vous ou pour moi. Donc il faut réapprendre les systèmes, les réentraîner, les recalibrer. Ça veut dire que quand on utilise une interface cerveau-machine, non seulement on met une demi-heure à poser les électrodes, mais après on met un quart d'heure à adapter l'interface à la personne. Alors, ça n'aura effectivement pas d'intérêt si jamais vous voulez taper un email pour quelqu'un que vous connaissez alors que vous avez l'usage de vos mains. Par contre, si vous avez perdu l'usage de vos mains, ça peut être utile. Ou si vous voulez vous entraîner à contrôler votre cerveau, ça peut être utile. Et le problème du neurofeedback, pour quelle raison est-ce qu'on a mis autant de temps à avoir des résultats qui soient acceptés par la communauté scientifique ? 1970-2017, ça fait plus de 35 ans. Quand vous essayez d'introduire sur le marché une technique, un traitement médical, ce que vous allez prendre, c'est que vous allez séparer le traitement d'une part avec un traitement efficace et un faux traitement qui va être le placebo, et vous allez regarder l'effet des deux. Alors pourquoi ? Disons que je teste une pilule, je veux vérifier l'effet de l'aspirine. La pilule A, c'est de l'aspirine, et la pilule B, c'est du plâtre. Mais je dis à tous les patients que je leur donne de l'aspirine. En fait, pour être plus précis, je dis aux patients qu'ils ont une chance sur deux d'avoir de l'aspirine, et je donne à leur médecin ces boîtes de pilules, et lui, il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et ensuite, il va donner aux patients les boîtes dans le désordre aléatoirement. Logiquement, si l'aspirine fait plus d'effet que le plâtre, c'est que l'aspirine est efficace. Pourquoi on fait ça ? Pas parce que les chercheurs sont des tordus, je vous rassure. Pourquoi on fait ça ? Simplement parce qu'il y a des effets dans l'interaction humaine qui sont liés à la motivation. Et donc si jamais je donne à une personne du plâtre et que je lui dis que c'est de l'aspirine, et que j'arrive à convaincre cette personne suffisamment et qu'elle y croit, il est possible qu'elle ait une amélioration. Voire même l'inverse, si elle est fait nocebo, si je donne de l'aspirine à quelqu'un et je lui dis que c'est du plâtre, il peut y croire tellement fort que ça produit un effet négatif. Donc on veut être sûr qu'un traitement ne soit pas lié à l'effet placebo, ne soit pas lié à l'imagination, à la motivation du patient. Alors le problème qu'il y a, c'est que si on présente à nos sujets un vrai neurofeedback et un faux neurofeedback, quand on a un neurofeedback efficace, c'est-à-dire quand on présente l'activité du cerveau à quelqu'un, soit je lui présente son activité, soit je présente l'activité de son voisin, et je lui demande à essayer de le contrôler. Mais il ne va pas arriver à contrôler l'activité de son voisin. Il arrivera à contrôler la sienne, et donc il se rend compte de la supercherie. Donc c'est très difficile de mettre en place un essai placebo avec du neurofeedback. Très difficile de contrôler et de s'assurer du mode de fonctionnement. Et c'est parce qu'on commence maintenant à le faire qu'on peut arriver à valider que ça a un effet. Ce qui a nécessité beaucoup d'adaptation des paradigmes scientifiques. Enfin, une dernière limite sur laquelle vous pourriez réfléchir, on va finir par y arriver. Dans quelques années, on aura les technologies pour interfacer le cerveau avec un ordinateur beaucoup plus vite qu'à l'heure actuelle. On n'est pas obligé de se limiter à l'électroencéphalographie pour mesurer l'activité du cerveau. Et avec de nouvelles électrodes plus efficaces ou avec de nouveaux systèmes de captation du signal, avec de meilleures méthodes de traitement, on finira par avoir un signal plus rapide. Et on pourra interfacer très vite le cerveau avec un ordinateur. Nous avons des collègues qui travaillent aussi sur le fait de renvoyer le signal dans le cerveau. On peut induire dans le cerveau un signal électrique, par exemple en changeant le champ magnétique qui est appliqué. Donc on peut avoir une interface connectée dans les deux sens. On lit dans le cerveau et on renvoie dans le cerveau. Ce qui signifie que je pourrais connecter votre cerveau avec des appareils électroniques externes qui vont interagir avec. Alors c'est quoi le futur de l'humanité ? Qu'est-ce qu'on attend de ces technologies ? Qu'est-ce qu'on veut en faire ? Est-ce qu'on veut pousser l'être humain à aller au-delà de ses limites naturelles ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? C'est un débat qui n'est pas résolu. Donc vous allez avoir deux camps, les transhumanistes qui vont vous dire que c'est bien de dépasser les limites de l'être humain, que c'est ce qu'il faut faire, et les bioconservateurs qui ne sont pas d'accord et qui disent qu'il y a des limites éthiques à respecter.
Je crois qu'on va s'arrêter là pour notre Ça fait conférence et vous inviter à nous poser des questions.